Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session où nous allons parler d'agents, d'assistants, d'interactions et de recommandations. Nous allons avoir dans cette session quatre articles. Le premier va parler de conception itérative et semi-supervisée d'assistants conversationnels. Je ne vais pas préciser comment ça se fait, parce que justement, ce sera présenté pendant l'article. Le second sera sur l'argumentation de données des agents conversationnels dans le cadre d'une application aux ressources humaines. Le troisième concernera ElasticNet avec la gestion des interactions et de débiaisage. Et enfin, le dernier parlera d'apprentissage multivue pour la recommandation dans le domaine du pneumatique. Je vais donc laisser la parole à Erwan pour présenter les travaux de l'équipe dans le cadre des assistants conversationnels. Merci, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je m'appelle Erwan Schild, je suis doctorant au Crédit Mutuel, plus précisément dans la filiale Euro-Information qui s'occupe du système d'information, et je fais ma thèse en partenariat avec le Lauréat. Ici, je vais vous parler de conception itérative et semi-supervisée d'assistants conversationnels par regroupement interactif des questions. Voilà. Déjà, un peu avant de commencer, je vous propose de me prendre un peu de contexte. Donc, comme je vous ai dit, je suis donc dans une filiale informatique qui s'occupe principalement, enfin dans le secteur d'activité où je suis, de faire des assistants conversationnels à destination des conseillers bancaires ou des clients. Et pour cela, en général, on fait un assistant conversationnel par domaine métier. Par exemple, le crédit, l'assurance, etc. Pour cela, on prend plutôt une approche symbolique, c'est-à-dire que pour chaque question, on va essayer de la modéliser en fonction de ses intentions et de ses entités. Pour qu'on parle bien du même vocabulaire, une intention, pour nous, c'est plutôt le verbe d'action. Par exemple, ici, dans la phrase « je souhaite souscrire un crédit immobilier pour ma maison », l'intention va être la souscription d'un produit. Et les entités sont un ensemble de termes qui gravitent autour de cette question pour lui donner plus d'informations, comme par exemple ici, crédit immobilier et maison. Cette approche assez intuitive permet, entre autres, de bien gérer le dialogue. On a, pour chaque couple intention, entité détectée, on est capable d'associer une réponse. Et donc, finalement, le grand enjeu, finalement, c'est de gérer le jeu de données associé pour concevoir cet assistant conversationnel. C'est principalement sur ce point-là que je vais axer ma présentation pour la suite. Si je continue un peu de contexte, comment s'organisent finalement les équipes de manière générale pour concevoir un tel assistant conversationnel, je vais rester dans le thème par exemple, du crédit immobilier. On va d'abord commencer par une première collecte de questions, supposons 10 000 questions, qu'il va falloir faire analysé par un groupe de référents métiers, donc des experts donc, dans le domaine du crédit immobilier, qui vont se réunir lors de différents ateliers pour modéliser les différentes intentions possibles, par exemple l'information, la souscription, la négociation ou la résiliation. Et c'est une tâche assez abstraite parce qu'au final, on va se retrouver avec une centaine d'intentions qui ont été définies par les experts. Deuxième étape, on va donc repasser sur le jeu de données et annoter chacune des questions avec les intentions qui sont présentes dans les questions. Et ça, c'est une tâche qui apporte souvent beaucoup d'ambiguïté ou d'incohérence parce que la vision qu'on a parfois est un peu diverse entre deux annotateurs. Si je prends un exemple concret, je vous appelle au sujet de mon crédit immobilier, les premiers vont pouvoir dire c'est de l'information. La personne appelle au sujet de son crédit immobilier et demande plus d'informations. D'autres vont dire par expérience, plutôt les clients, quand ils appellent, ils vont plutôt vouloir modifier leur contrat. Donc c'est plutôt la demande implicite, ce serait de la modification de contrat. Et d'autres vont dire, il n'y a aucune intention qui est explicitement dite, donc finalement ce n'est aucune. Et donc vous voyez ici que finalement les ambiguïtés sont introduites. Donc finalement on va remettre continuellement la modélisation qu'on a fait à l'étape précédente. Et on est obligé d'itérer plusieurs fois pour donner une modélisation qui soit cohérente. Au bout de plusieurs itérations, on a enfin un jeu d'entraînement, mais celui-là, il va être remis en cause lors d'une phase d'implémentation technique et fonctionnelle. On va devoir entraîner un modèle de classification. Souvent, on va se rendre compte que les performances sont faibles vu qu'on a introduit des incohérences au préalable. Ensuite, pour la gestion des réponses, souvent on se rend compte que les intentions définies sont trop abstraites, c'est-à-dire qu'on n'a pas de document de réponse ou de réponse associée pour un couple intention-entité. Et le pire, c'est que si maintenant il y a une évolution du périmètre, nouveau contrat, nouvelle intention, etc., on est obligé de revoir une partie de ce processus depuis le début. Vous comprenez alors que ça a de grands impacts sur l'organisation des équipes. D'une part, on est obligé de faire un grand nombre de formations et d'ateliers avec des référents métiers pour être sûr de maintenir cette structure d'intention pour chacun des assistants conversationnels.
Ça a un impact en termes de délai et de réactivité, parce qu'à chaque fois, on a besoin de prendre une lourde organisation pour maintenir ce jeu de données et le créer. Ça a donc forcément un coût, un impact financier, parce qu'on doit faire intervenir plusieurs fois les experts. Et à la fin, l'expérience utilisateur est souvent dégradée parce elle vient souvent en fin de processus. C'est-à-dire que la gestion du dialogue vient souvent après la création du jeu de données et n'est pas prise en compte dès le début de ce processus. On s'est intéressé à plusieurs alternatives justement pour améliorer et assister cette phase de conception de jeu de données. Les travaux qu'on vous présente ici, c'est principalement introduire des initiatives de la machine pour assister les experts lors de cette conception. La solution qu'on vous propose, donc, ce serait un clustering interactif. Donc, l'étude que nous avons faite est basée sur une partie qui a déjà été réalisée pour les images, mais pas pour le texte, principalement basée sur le clustering sous contrainte. Et donc, ce qu'on vous propose ici, c'est un clustering interactif en une sorte de boucle, justement. Cette boucle-là aurait deux parties. La partie basse, qui serait donc un clustering sous contrainte, où la machine partitionne les données à partir des données brutes et de contraintes fournies par l'expert. Et donc, la rétroaction de cette boucle, la partie haute, ce serait la machine qui échantillonne une partie qu'il faudrait annoter et on va demander à l'expert d'associer des contraintes sur les données qu'on lui a sélectionnées. Je rentre un peu plus dans ce mécanisme de contrainte. Si je vous prends avec un exemple, on va essayer de lui demander de caractériser la réponse, la similarité de la réponse entre deux questions. Un exemple, donc, bonjour, je vous appelle au sujet de mon rendez-vous du 29 février. Si on reste sur une modélisation classique par intention et entité, on pourrait dire que ce serait de l'information ou de la modification sur son rendez-vous. Alors ici, on va plutôt demander à l'expert, je vous affiche cette question et la suivante. Je vous contacte car je ne pourrai pas assister à notre prochaine réunion. Et on va lui demander, est-ce que vous répondrez de la même manière ou de deux manières à ces deux questions? Si la réponse est la même, on va donc affecter une contrainte de type must link. Donc, les deux données sont censées être dans le même cluster. À l'inverse, si maintenant les deux questions ont deux réponses différentes, on va lui dire, très bien, dans ce cas-là, on affecte donc une contrainte de type cannot link. Donc, les deux questions sont dans deux clusters différents. Je rentre un peu plus dans le détail. Première itération, comme dit, nous n'avons aucune contrainte, juste des données brutes. On va faire un premier clustering, donc un premier partitionnement, qui potentiellement n'est pas très pertinent d'un point de vue métier, mais qui a le mérite d'exister et qui servira de base. Et donc pour chaque itération, premièrement, on va sélectionner des contraintes avec des heuristiques sur les clusters. Deuxième étape, on va demander à l'annotateur de caractériser ces couples de données, donc à chaque fois caractériser la similarité de la réponse et donc associer une contrainte de type must link ou cannot link. Et enfin, dernière partie, la machine va récupérer les données, les contraintes annotées durant cette itération et les itérations précédentes, et va corriger son clustering petit à petit. Et cette étape, on va le faire itérativement jusqu'à ce qu'on ait convergence de notre modèle de clustering ou jusqu'à ce qu'on ait un modèle suffisamment satisfaisant pour les contraintes métiers que nous avons. On peut se poser plein de questions sur cette approche, notamment, comme je l'ai dit, elle n'a pas encore été étudiée sur le domaine du texte, notamment sur comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique ou en œuvre de manière fonctionnelle et technique. Quels sont les gains, les coûts, les prérequis pour mettre une telle méthode en place? Quels sont les impacts en termes de méthodologie et d'organisation pour nos équipes? Et enfin, comment est-ce qu'on va caractériser finalement le résultat qu'on va obtenir? Pour cette étude ici, dans cet article, on va principalement s'orienter sur la mise en œuvre pratique et sur les impacts méthodologiques que cela va avoir sur nos équipes. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'est intéressé sur une implémentation fonctionnelle de cette méthode. Donc, si je reprends donc le schéma ici, on va regarder principalement, est-ce que les clusters qu'on obtient convergent au fur et à mesure des itérations de la notation? Et deuxième étape, ce qu'on va regarder, c'est quelle serait l'implémentation optimale de cette étape. Parmi cette implémentation, on va regarder 4 facteurs principalement. Petit 1, le pré-traitement des données. On va s'intéresser soit à un pré-traitement simple, soit à un pré-traitement associé à une limmatisation. On va regarder aussi la vectorisation. On a fait une vectorisation à base de TF-IDF ou à base de vecteurs préentraînés sur un corpus bancaire. On va regarder aussi le type de clustering sous contrainte. On va regarder principalement 4 méthodes ici qui sont assez simples à implémenter et qui ont l'avantage d'itérer assez rapidement. Donc, soit un K-means sous contrainte, un clustering hiérarchique ou un clustering spectral. Et enfin, dernier facteur, on va regarder aussi les méthodes d'échantillonnage. On a regardé 4 méthodes. Une méthode aléatoire qui va servir de base, une méthode de sélection pseudo-aléatoire qui se base dans un même cluster, et enfin 2 méthodes un peu plus évoluées. Une qui sélectionne les données les plus proches sur la frontière d'un cluster, donc vérifier est-ce que la frontière est bien placée, est-ce qu'il faudrait corriger la frontière de notre clustering, ou de données éloignées dans un même cluster qui permettrait donc de vérifier est-ce qu'un cluster est potentiellement trop gros et qu'il faudrait le découper?
Pour cette expérience ici, on va fixer la tête de l'échantillon d'annotation. On ne s'intéresse pas non plus au nombre de clusters optimal. Et durant toute cette étape, on va devoir simuler un annotateur. L'annotateur ici sera simulé par la machine. Et il aura accès à la vérité terrain dans le simple but de caractériser la réponse. Donc, il n'aura pas accès à l'intention dans la vérité terrain, mais juste d'être capable de dire ces deux questions sont similaires, donc c'est un must-link, ou ne sont pas similaires, c'est donc un cannot-link, donc simuler donc la connaissance détenue par l'expert. La grande question de cette expérience, c'est quel jeu de données on va utiliser. Parce que comme je l'ai dit au préalable, on essaye de remettre en cause la notation manuelle, donc c'est difficile de choisir un jeu de données qui soit objectif comme vérité terrain, qui lui-même aurait été de manière manuelle. Donc pour cela, on a volontairement choisi un jeu de données de taille assez faible, donc ici que 150 questions sur 6 intentions, traitant sur le domaine de la gestion des cartes bancaires. Toutefois, ce qui est très important ici, c'est qu'on est sûr de la notation. Pour chaque intention, on est sûr que toutes les questions d'une même intention ont la même réponse. Et donc c'est surtout ça qui va être très important pour être sûr qu'on n'ait pas de biais dans notre approche. Donc, je vous laisse donc ici quelques exemples de ce jeu de données entre la gestion des cartes avalées, la commande de cartes, la consultation de solde, le déblocage d'une carte qui a été bloquée, la gestion d'un plafond et la gestion du mode de paiement sans contact. Si j'avance un peu donc dans les résultats de notre méthode, donc je vous le rappelle, nous avons 96 combinaisons de paramètres que nous voulons étudier. Durant une annotation où nous allons partir d'une annotation de bout en bout, c'est-à-dire commencer itération 0, je n'ai aucune donnée sur nos contraintes, je n'ai aucune contrainte sur nos données, et jusqu'à itérer, jusqu'à ce que nous avons toutes les contraintes sur les données. Donc ça, on va donc le répéter 20 fois pour avoir pour vérifier que ce n'est pas dû à une erreur statistique. Et ici, donc, je vous affiche donc la courbe noire. Vous voyez donc la moyenne de ces expériences. Déjà, première chose importante, c'est qu'on voit que nous avons une première convergence. Certes, elle est lente, mais au moins, on voit déjà que cette convergence existe. Donc, c'est déjà un bon point. Deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que vu que cette convergence est lente, on peut aussi s'intéresser finalement quelle est la meilleure implémentation pour essayer d'obtenir une convergence la plus rapide possible. Donc ici, nous avons fait une analyse ANOVA, et donc on se rend compte principalement que ce sont les méthodes d'échantillonnage, donc de sélection de nos points de données pour la notation, et de clustering sous contrainte qui sont très importantes pour cette étape. Et donc on va donc se concentrer sur la perfection, enfin plutôt l'optimalité de cette sélection pour ces différents facteurs. Comme je l'ai dit, si vous regardez ici, finalement, je vous affiche donc, j'ai oublié de le préciser, la V-mesure obtenue sur nos clusters au cours des itérations. Et vous remarquez qu'il nous faut quand même pas mal d'itérations pour pouvoir avoir une convergence quasi parfaite. Quand vous regardez ici, il faut quasiment 15 à 20 itérations, c'est-à-dire entre 375 et 500 annotations. Je rappelle que notre jeu de données ne fait que 150 questions, donc c'est quand même bien plus conséquent que la taille de notre jeu de données. Mais si on se concentre principalement sur les premières itérations, on se rend compte finalement qu'on arrive à extraire la majorité déjà de l'information contenue dans le jeu de données. Et donc, les études futures vont principalement se concentrer sur cette partie-là. Regardez quelle serait la méthode optimale pour capitaliser sur les premières itérations et donc extraire la plus grande partie de l'information. Si j'avance un peu, quels sont finalement les impacts d'une telle méthode sur l'organisation de nos équipes? Si je vous remontre le schéma que je vous avais montré au préalable, vous voyez donc, je vous avais donc expliqué qu'il y a donc un grand souci d'organisation entre je suis obligé de modéliser mes intentions, puis ensuite de les annoter, et me rendre compte que j'introduis des ambiguïtés ou des incohérences, et que l'annotation remet en cause cette intention, cette modélisation des intentions. Ici, on a plus ce problème parce que la modélisation n'est pas proposée d'un point de vue abstrait, elle est proposée par la machine. Donc ici, finalement, on arrive à explorer notre jeu de données et proposer cette structure d'intention. Et ce qui est intéressant, c'est que cette structure a la caractéristique d'intégrer directement les réponses dans les clusters. Comme je l'ai dit avant, on demande de caractériser la similarité. Donc finalement, dans un cluster, nous n'avons que des questions qui ont la même réponse. Donc ça a un impact donc sur le deuxième problème que nous avions avec l'implémentation technique et fonctionnelle. Désormais, maintenant, les réponses sont directement intégrées dans le processus, donc ce qui fait que dès qu'on fait l'implémentation, on sait qu'à une intention, nous avons une réponse. Et en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, la performance de notre modèle de classification va dépendre de la fiabilité du clustering que nous avons fait au préalable. Et comme j'avais montré, plus on fait d'itérations d'annotation, plus le clustering est fiable. Donc, autrement dit, ici, la performance de notre modèle de classification à notre première mise en production dépendra donc de la qualité de notre clustering que nous avons fait au préalable.
En termes d'impact sur l'organisation, déjà, un point très important, c'est que ça a donné un énorme gain en termes d'organisation. Avant, on était obligé d'organiser différentes ateliers de formation sur comment annoter, quelles sont les intentions que nous voulons faire apparaître dans la structure d'intention. Ici, finalement, la gestion est déjà bien plus simple, car on n'a pas besoin de remettre continuellement en cause cette modélisation. Deuxième étape très importante, c'est qu'on recentre la demande que nous faisons à nos experts métiers. Avant, on devait leur demander à la fois d'annoter les intentions, donc d'avoir une connaissance globale sur cette structure d'intention, et en plus d'avoir ces intuitions sur la jeu de données, savoir quelles sont les bonnes pratiques en termes de machine learning. Ici, principalement, on leur demande juste quelles sont leurs connaissances métiers et de l'appliquer. Je le répète donc, ce sont des experts métiers, donc des connaissances en termes de banque, de finance, d'assurance, et pas du tout en termes de data science. Et ici, on demande juste d'appliquer leurs connaissances. Est-ce que si deux clients viennent vers vous avec deux questions différentes, est-ce que vous les traiterez de la même manière ou est-ce que vous aurez deux réponses distinctes? Et enfin, dernier point, c'est que cette approche aurait finalement un gain en termes de réactivité et de délai de mise en production. Si je prends un exemple concret, en début 2020, donc la Covid arrive, on est obligé, plein d'entreprises sont obligées de concevoir des assistants conversationnels dans le but de gérer la relation client à distance. Donc, on est obligé de modéliser la totalité presque de nos équipes pour concevoir des assistants conversationnels dans un temps très réduit. Ici, avec une telle méthode, finalement, on relâcherait un peu cette pression car on serait capable d'itérer plus rapidement pour proposer un premier modèle performant. Si je conclue sur cette présentation, ce que nous avons proposé, donc, c'est un clustering qui est interactif, basé sur un clustering sous contrainte et sur une annotation de contrainte basée sur la similarité de la réponse. Comme avantage principal, c'est que nous n'avons plus besoin de gérer la modélisation d'intention dans notre jeu de données, c'est la machine qui le propose lors des itérations de clustering. L'avantage derrière, c'est donc nous n'avons plus une annotation qui soit NR, une annotation qui soit binaire, donc bien plus simple à prendre en compte. Ça permet donc de gérer aussi plus rapidement la gestion du dialogue, car les intentions ont directement une réponse associée, vu qu'ils sont caractérisés par une même similarité de réponse. Et donc, ça a un gain aussi en termes d'organisation de nos équipes et en termes de réactivité. Il y a plusieurs limites et perspectives aussi que je n'ai pas traitées directement ici, ou que je vous expose maintenant. D'une part, on a constaté les gains et les impacts en termes d'organisation, mais nous ne les avons pas chiffrés. D'autre part, on n'a pas regardé toute l'exhaustivité des méthodes d'expérimentation, donc d'implémentation. On pourrait regarder d'autres algorithmes de clustering qui permettraient de résoudre aussi quel serait le nombre de clusters optimal. On pourrait regarder aussi quelle est la méthode d'échantillonnage optimale pour un sujet donné. Et enfin, il y a un point aussi qu'on a besoin de traiter aussi, c'est comment est-ce qu'on gérerait des conflits de notation. Comme je le dis, on ajoute des contraintes, donc il se peut que des contraintes entrent en conflit et qu'on aurait besoin de les traiter. Et toutes ces limites et perspectives, on aimerait bien essayer d'en résoudre une partie en mettant en œuvre cette méthodologie en pratique, en réentraînant un assistant conversationnel de bout en bout, c'est-à-dire en faisant intervenir des experts métiers, des data scientists, intégrer cette méthode dans un outil et aussi en même temps chiffrer quel serait le temps pour mettre en place un assistant conversationnel avec cette méthode. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Donc si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Voilà, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, je regarde pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais je pense que les questions elles vont arriver. Moi, alors, je vais commencer. Et j'ai deux questions en fait. La première question, c'est plutôt sur l'aspect échantillonnage. J'ai mes clusters qui sont là. Comment est-ce que vous faites cet échantillonnage en fait? Est-ce que c'est plutôt du semi-supervisé dans la mesure où je vais dire ce point-là il m'embête, je vais aller, je ne sais pas trop où le mettre. Est-ce que je vais justement ressortir des éléments pour que voyez l'idée en fait? Est-ce que c'est un petit peu voilà? Alors pour l'instant, là, comme j'avais dit, on a 4 méthodes qu'on a utilisées. Donc c'est le schéma de gauche ici. Finalement, on a à la fois des points, on va regarder sur les frontières de cluster, comme ici, ce point ici. Donc c'est principalement regarder est-ce que ça pourrait être intéressant de vérifier est-ce que les deux points sont dans un même cluster et donc la frontière a été mal mise, ou est-ce que c'est bien en deux clusters différents, donc pour confirmer la position de cette frontière. Ensuite, on a par exemple là la contrainte ici que j'affiche qui serait plutôt regarder aux extrémités de mes clusters, vérifier est-ce qu'un cluster serait trop gros et ce qui potentiellement ferait donc le scinder en deux. Et après, les deux autres méthodes sont plutôt des méthodes de base, donc basées purement sur l'aléatoire, donc pour vérifier est-ce que ça a un gain.
on aurait d'autres méthodes aussi à étudier. On n'a pas pu tout étudier. On sait qu'il y a une méthode qu'on aimerait bien essayer plutôt sur regarder quels sont les points de données qui n'ont aucune contrainte, sur lesquels on ne sait rien. Et les derniers qui seraient plutôt basés sur une densité de vecteurs, une densité de points dans la zone. Et donc regarder plutôt un point par rapport à ses voisins, on se rend compte que par exemple ce point-là est dans un cluster différent par rapport à tous ses voisins. Est-ce que lui est dans le bon cluster? Est-ce qu'il ne faudrait pas le bouger? Voilà. Mais donc pour vous dire plutôt, la sélection n'est pas manuelle, c'est purement c'est la machine qui le décide. Oui, c'est ça, c'était un petit peu Mais est-ce que par exemple, si je prends votre image à gauche, la grande flèche qui traverse tout le cluster, Oui. est-ce qu'à un moment donné, si l'expert me dit oui, en fait, ils doivent être dans le même cluster, est-ce que je ne peux pas avoir des clusters à un moment donné, en fonction de l'annotateur, de l'expert, est-ce que je ne peux pas avoir des clusters qui vont exploser aussi en disant il m'a pris les deux extrêmes de mon cluster, donc oui, ça doit être dedans, mais pourtant, ils sont quand même super éloignés. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de problématique, en fait, si vous l'avez vu. Je suis désolé, je suis pas sûr d'avoir bien compris. On s'est plutôt regardé si maintenant il y a 2 points très éloignés dans un même cluster, vérifier est-ce que potentiellement le cluster va être scindé en deux, c'est bien ça? Non, est-ce que vous risquez pas d'avoir des clusters qui deviennent trop grands? Parce que c'est à chaque fois Oui. comme vous, voilà. Et donc, Oui. parce que mes points ils sont vraiment très très loin, si j'ai un expert qui me dit, bah oui, en fait, ça doit être dans le même cluster, et bon, ok, donc ça veut dire qu'est-ce qu'on vous risquez pas d'avoir des clusters qui se déforment et puis qui peuvent être très très grands, quoi. Ouais. Après, je pense que ça, il y a aussi une autre question qu'on n'a pas encore utilisée ici, c'est donc plutôt utiliser des méthodes de clustering qui détermineraient le nombre de clusters optimal. Donc en effet, ici, je pense que si maintenant il y aurait une telle contrainte, donc finalement un cluster qui serait le même cluster, mais donc très éloigné et potentiellement donc avec un autre cluster entre les deux, je pense à ce moment-là, donc ça pourrait plutôt caractériser un jeu de données donc qui aurait beaucoup d'ambiguïté, donc forcément qui serait peut-être plus complexe à annoter et donc qui demanderait plus d'annotation. C'est un thème que j'avais un peu présenté d'ailleurs dans l'atelier TextMind de cette conférence ici, où justement on a besoin aussi à la fin de caractériser nos clusters qu'on obtient, vérifier est-ce que d'une part ça a une pertinence sémantique, donc vérifier est-ce que chaque cluster on est capable de lui associer une intention, et vérifier ensuite si maintenant on entraîne notre modèle de classification, est-ce qu'on est bien capable d'avoir de performances satisfaisantes en termes de contraintes techniques. Donc oui, c'est plein de questions qu'on se pose aussi, mais comme dit qu'on n'a pas forcément traité ici. L'approche était plutôt de voir, on va dire, une première implémentation de base pour pouvoir l'utiliser en pratique. Et lors de l'implémentation en pratique, là, on pourra vraiment se poser toutes les questions et lancer sur un vrai jeu de données. Et donc vérifier derrière toutes plein de petites questions en termes de chiffrage, etc. Voilà. Alors j'ai une question de Suzanne Pinson, donc qui dit vous comparez les points les plus éloignés les uns des autres, donc c'est combinatoire. Pourquoi ne pas calculer le centroïde qui est linéaire? C'est-à-dire pour 2 points de données, vérifier où est le centre, c'est bien ça? Oui, je pense que si vous prenez le centroïde de chaque cluster, de regarder effectivement, oui, voilà, plutôt de se focaliser sur le centroïde de votre cluster plutôt que des points qui ont l'air plus éloignés. C'est vrai que quand on regarde la figure, les points ont l'air éloignés. Voilà. Regardez donc plutôt la distance entre le cluster, enfin entre le centre du cluster et le point de données. Ouais. Ok. On pourrait en effet. Après, le problème ici, c'est on caractériserait alors plutôt juste un point par rapport au cluster et pas un point par rapport à un autre point. Mais en effet, on pourrait expérimenter ça. Ce serait plus rapide en fait, oui. Parce qu'effectivement, ça devient linéaire à calculer. Ouais. C'est ça, oui, ça je suis d'accord. J'ai une question de Hugo Le Baer, donc il faut que vous répondiez bien, sinon il va vous couper votre micro. Je vous rappelle qu'il est en back-office. D'accord, je note. Voilà. Est-ce que les contraintes apprises pourraient être utilisées pour apprendre une meilleure représentation plutôt que d'agir sur le clustering? Alors, pour avoir utilisé une meilleure représentation, c'est-à-dire, je suis en train de lire aussi, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc là, si j'essaie de comprendre, potentiellement, est-ce qu'on obtiendrait une structure d'intention différente de celle proposée par les experts, c'est bien ça? Il rajoute un complément. La représentation du texte est apprise, demande-t-il.
suis désolé, mais je suis pas sûr de bien comprendre cette phrase. Après, c'est peut-être si j'ai bien compris, hein. Je suis parti donc du principe de est-ce que potentiellement on tombe sur une structure d'intention différente de celle proposée par les experts métiers. Potentiellement, oui, ce serait justement l'intérêt de voir est-ce que la proposition faite par la machine serait différente. Et donc, vérifier est-ce qu'elle aurait d'une part une pertinence sémantique d'un point de vue des experts. Si on leur propose juste le regroupement, est-ce qu'ils seraient capables de nous dire oui, en effet, c'est pertinent. Et ensuite de vérifier est-ce que d'un point de vue technique, est-ce que ça fonctionne mieux. Donc voilà. Mm. Et donc, Suzanne Passon fait également une remarque pour le nombre de clusters optimal d'utiliser des hiérarchiques, parce que c'est plus simple, parce que c'est en fonction du saut de la variance, pardon, intragroupe. C'est ça, oui. Justement, on l'a regardé justement un peu. D'ailleurs, justement pour cette étape-là, justement, c'est le clustering hiérarchique qui performait le mieux de tête. L'autre qu'on aimerait bien aussi essayer d'implémenter serait plutôt un clustering collaboratif. Donc l'intérêt ici serait plutôt justement de mettre en collaboration plusieurs types de clustering. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, au cours des itérations, par exemple au début, on peut juste prendre l'intersection de nos différents résultats de clustering. Donc finalement, on aura peut-être beaucoup de clusters à la première itération. Mais vu que petit à petit, on va ajouter des contraintes à l'itération suivante, finalement, on aura moins de clusters petit à petit qui vont se fusionner entre eux les uns après les autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien essayer justement pour la mise en pratique. Voilà. Il faut quand même que je surveille le temps. Je suis désolé à chaque fois, c'est un côté stressant, je trouve. Je vous remercie aussi. Et puis, vous m'avez fait peur sur Intransparent parce que j'ai vu que vous rayiez les data scientists. Oui, non. Redonne. Okay. Le dernier Transparent m'a rassuré parce que c'est une collaboration. Donc, qu'on soit bien d'accord, oui, c'est bien. C'est juste pour préciser que nos experts métiers n'ont pas de connaissances en data scientist, mais je dis pas que les data scientists ne sont pas importants. J'en suis un moi-même. Vous conseillez. Je comprends toute l'importance de cette partie-là. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Nous allons donc continuer la session avec les agents conversationnels et notamment l'augmentation de données pour ces gens-là. Et donc, c'est Vincent Bayot qui va présenter les travaux menés autour de cette thématique. Merci. Bonjour, je m'appelle Vincent Bayot, je travaille chez Alcatel-Lucent Enterprise en tant qu'architecte solution pour la plateforme de communication et de collaboration Rainbow, dédiée au monde de l'entreprise. Je vais vous présenter le papier que nous avons réalisé avec Asma Travelsi autour de l'augmentation des données dans le contexte d'agents conversationnels. Le but de notre publication est d'étudier l'impact de l'augmentation de données sur la performance d'un chatbot, ceci en fonction du taux d'augmentation appliqué à chaque expression, pour un corpus basé sur des interactions dans le contexte des échanges entre les salariés et les ressources humaines d'une entreprise. L'adoption de l'intelligence artificielle au sein des entreprises progresse fortement ces dernières années. En 2019, j'ai un retour son. Bon, désolé. En 2019, Gartner passe les agents conversationnels comme l'une des attentes importantes liées à l'intelligence artificielle. L'engouement des assistants personnels auprès du grand public amène les entreprises à les intégrer dans leurs organisations. Certaines entreprises ont déjà inclus l'utilisation d'agents conversationnels, communément appelés chatbots, au sein de leur processus RH et remontent de nombreux bénéfices tels que la simplicité d'utilisation, la rapidité du service, l'optimisation du temps ou la disponibilité des services. De nombreux acteurs mettent à disposition des entreprises pour le développement de leurs chatbots, leurs technologies, parmi lesquelles on peut citer Google Dialogflow, Amazon Lex, Microsoft Luis, IBM Watson, Rasa ou bien Witai. Là, on a sélectionné les trois acteurs et donc ça permet, c'est des produits qui sont disponibles. Il y en a qui sont dédiés au cloud, comme Dialogflow et Amazon. Donc, étant dans le cloud, ils vont faire payer l'usage à la requête. Et on a un produit open source, Rasa, qui lui est gratuit.
Et donc, il n'y a rien à payer, c'est plutôt à l'usage. Sauf que son utilisation, ce n'est pas clé en main. Il faut le mettre dans son infrastructure. Il faut aussi avoir un minimum de connaissances NLP pour pouvoir l'utiliser. Mais cette contrainte est vite esquivée parce que on a la maîtrise des données et aussi la sécurité. Donc, il n'y a pas de problème lié à la souveraineté. Donc, pour notre intégration, après avoir évalué de nombreuses solutions, nous sommes focalisés sur l'outil Rasa, brique open source de RasaX, basé au-dessus de TensorFlow. Pour rappel, donc un chatbot comporte généralement 3 types d'éléments, donc les intentions, ce que désire l'utilisateur, des entités, ce qui va caractériser un élément de sa demande, un nom, un lieu, une date, etc. Et pour finir, une action ou une réponse à retourner à l'utilisateur. Donc l'outil Rasa que nous avons utilisé comporte 2 éléments, une partie Rasa NLU et un autre module Rasa Core. Rasa NLU est en charge de l'extraction des intentions et la classification des entités. Ce module a pour objet de prédire les intentions derrière un message utilisateur et d'extraire les entités. Le tout en utilisant les techniques classiques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Pour fonctionner, Rasa NLU fonctionne sous forme de pipeline qui définissent chaque étape d'un traitement correspondant à un message qui aurait été reçu. Rasa Core, quant à lui, est chargé de prédire l'action ou la réponse associée à partir des informations basées sur les intentions et entités qu'il a pu récupérer de Rasa NLU. Donc là, la chaîne de traitement, elle est très classique. Donc on a le message qui va être interprété et on va voir une extraction des mots via tokenisation. Ensuite, on a une vectorisation des éléments pour avoir une représentation vectorielle du texte. S'ensuit l'extraction à la fois des entités de ce texte et les intentions. Donc pour notre plateforme de collaboration Rainbow, nous avons réalisé un connecteur dédié à l'interopérabilité entre Rasa et notre plateforme Rainbow de collaboration. Les messages saisis par l'utilisateur sont transmis au module Rasa NLU et ensuite donc on va avoir une prédiction des intentions et si cette prédiction nécessite juste une simple réponse, elle sera envoyée directement. Sinon, on peut passer par une action personnalisée, donc au travers d'un serveur d'action, et ça va nous permettre finalement de traiter des accès à des bases de données ou des accès à des API REST, etc., pour renvoyer, par exemple, le statut de la météo, et de façon à ce que l'utilisateur, s'il demande quelle météo fait-il aujourd'hui, on aille sur le bon serveur pour récupérer ces informations-là. Donc, dans la majorité des cas, pour la constitution de modèles performants en intelligence artificielle, la qualité et la quantité de données qui servent à l'entraînement d'un modèle NLP, c'est primordial. Mais si on ne dispose pas d'un volume de données suffisant, ça pose un problème. Il y a beaucoup de manières d'exprimer une intention et on ne peut pas toutes les imaginer. De même, une intention peut s'exprimer de différentes manières et il est impossible pour un concepteur d'un chatbot de penser à toutes les options possibles. Donc, afin d'augmenter la fiabilité des réponses, nous avons fait appel à l'augmentation de données à partir des éléments dont nous disposions déjà. En effet, ce qui importe le plus, c'est bien la taille du corpus utilisé plus que l'architecture neuronale déjà très performante. Et dans ce papier, nous avons fait le choix d'utiliser des techniques d'augmentation de données en utilisant le framework Rasa, sujet qui, à notre connaissance, n'avait pas été étudié jusqu'à présent en recherche.
Donc, nous avons modifié l'architecture de fonctionnement dans notre système. Donc, durant la sauvegarde, donc on a la saisie des données qui est faite via une interface web classique. Donc, lorsque l'on va sauvegarder les données, on va passer par un module d'augmentation de données et qui va être ensuite sauvegardé pour des questions de performance en base de données. Par la suite, lorsque depuis l'interface web, l'administrateur va lancer l'entraînement du modèle, on va pouvoir utiliser les données augmentées directement pour la conception de ce modèle. Donc, il y a différentes méthodes pour augmenter les données, donc, que ce soit autour des synonymes, que ce soit en complétant, en modifiant les mots ou en ajoutant d'autres qui sont contextuels. Cette augmentation de données est basée sur des bruits finalement appliqués à tous les mots utilisés dans le contexte d'apprentissage ou alors des synonymes sémantiques ou contextuels. On en a testé pas mal et celui qui correspondait le plus adapté à nos besoins était FastText, dont je parlerai plus tard. Donc, la librairie Chattet a été utilisée comme point d'entrée des intentions et qui allait être fournie au moteur RASA. Donc, elle est spécialisée dans l'augmentation de données et permet de générer de nombreux exemples à partir de peu de données, en jouant par exemple sur les synonymes. Donc, on peut voir période de Covid, épidémie, pandémie, etc. Voilà, donc ensuite, ça va nous générer pourrais-je travailler, etc. Et donc, on voit les synonymes qui apparaissent et qui sont réutilisés dans le modèle RASA. Alors, au niveau d'Alcatel Lucent Entreprise, on a identifié différents types d'applications utilisant l'utilisation d'un chatbot qui pouvait être intéressant, donc que ce soit pour un guide utilisateur pour notre plateforme, la gestion, l'organisation de meetings ou de la réservation de salles de réunion ou le support client. Mais les ressources humaines sont venues vers nous en disant nous on a un gros problème, il faut venir nous aider. Donc les ressources humaines, pourquoi? Chaque jour, le personnel RH reçoit de très nombreuses demandes, souvent redondantes, des employés, ce qui provoque une charge de travail non négligeable qui pourrait être allégée grâce à un chatbot. Donc pour notre étude, pour la rédaction des intentions, nous sommes partis sur des données issues de la retranscription de demandes récurrentes faites par téléphone ou par email à la RH, ce qui nous a permis de constituer un catalogue comportant à la fois des intentions et des réponses associées. Donc aussi récupérer aussi des entités ou des synonymes associés à ces intentions. Donc nous avons divisé les données en deux parties similaires, l'une pour l'apprentissage et l'autre pour les tests. Et pour comparer la performance liée à l'augmentation de données, nous avons utilisé à la fois Chattet et FastText. Donc en modulant FastText, pour FastText, le nombre d'expressions utilisées. Donc FastText, pour info, est une librairie spécialisée dans la classification de texte et l'apprentissage de la représentation. FastText comporte un modèle de vecteur de mots pour 157 langues. Et donc, nous avons choisi naturellement de travailler avec le modèle français. Donc, il résulte avec, sans augmentation, donc avec nos données d'apprentissage, 321 intentions. Et après augmentation, nous arrivons à presque 11 000 intentions ou variations d'intentions disponibles. Donc, grâce à cette augmentation, nous sommes passés d'une prédiction de 58% à un peu plus de 67% pour un FastText 7, donc 7 expressions régénérées en combinaison avec Chattet.
C'est peut-être un peu, ça paraît peut-être un peu faible pour du deep learning, puisqu'on s'attend plutôt à avoir des choses proches de 90, 95, 99%. Mais le gain de 9% est significatif dans le cas du NLP. Et finalement, ça nous donne une taux de reconnaissance tout à fait satisfaisant au quotidien. Par rapport au temps de calcul, il est proportionnel au nombre d'entrées nécessaires à la réalisation du modèle. Et donc, le couple FastText 7, qui était le plus performant et qui offrait le meilleur résultat, dure pour nous 82 minutes, donc avec une base de données sans cache, telle que je vous le décrivais précédemment. C'est-à-dire qu'on va forcer le système à aller chercher les informations pour enrichir le contenu avec FastText. Et ensuite, il y a l'entraînement sur CPU, donc pas GPU, CPU classique de bureau. Donc ça nous prenait quand même 45 minutes. Je vous ai mis un petit exemple de l'augmentation de données. Donc on part d'une phrase de départ qui est « je voudrais avoir une attestation ». Donc attestation, finalement, c'est une entité. Donc elle va avoir aussi des synonymes. Donc elle a été décrite dans Chat-tête de cette manière-là. Et on voit au niveau de FastText les différentes variations de l'intention, donc que ce soit des minuscules ou des majuscules, mais aussi sur des synonymes, je voudrais, je souhaiterais, j'aimerais, je veux, etc. Pour conclure, nous avons évalué l'impact de l'augmentation de données sur les performances d'un chatbot. L'étude a été réalisée sur un dataset de questions-réponses provenant de notre service RH. Nous avons amélioré la robustesse d'un chatbot grâce à l'augmentation de données et nous avons constaté qu'une suraugmentation provoquait un surentraînement, donc ce qu'on attend généralement en machine learning. Donc le but, finalement le plus important, c'est de trouver le bon taux d'augmentation, pas en faire trop. Donc pour nos futurs travaux, nous allons nous focaliser sur la recherche des paramètres optimaux pour l'augmentation. Nous avons aussi d'introduire des mécanismes d'attention qui devraient permettre de faire le lien entre la prédiction des intentions et l'extraction des entités. Nous devons être aussi capables d'extraire plusieurs intentions dans une même expression, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, on a une première question donc, de Suzanne Pinson qui dit « Il me semble que ce type d'augmentation de données introduit des biais. Avez-vous fait des tests de satisfaction auprès des employés ou clients en fonction face à des employés, parce que ce sont les ressources humaines ?» Là, on est toujours en phase d'évaluation. Notre bot a été mis en production interne à la fin de l'année dernière. Donc on se retrouve dans une phase où on se retrouve avec des questions qui n'étaient pas attendues au niveau RH ou des questions farfelues. Donc il faut éliminer ce qui est du bruit et être capable d'avoir un fallback dans ces contextes-là. Et on a, en enregistrant régulièrement la liste des expressions que l'on souhaitait, on arrive à avoir un taux de satisfaction des utilisateurs intéressant. On a juste noté que si on gérait mal la quantité d'augmentation pour une même expression, à la fois en termes de synonymes et d'augmentation, on se retrouvait avec un déséquilibre qui rendait caduque l'entraînement, puisque des phrases simples comme bonjour se retrouvaient à avoir beaucoup moins de poids que d'autres phrases. Je regarde s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai une question plutôt pour ma compréhension. Il y a différentes versions de FastText avec des 7 et des 9. Derrière, ça correspond aux expressions qui ont été générées, c'est ça? Pardon?
Parce que vous aviez du fast text Oui, 7 le 7, c'est le X, c'est de 3, 7, etc. C'est le nombre d'expressions qui est généré pour Ouais, une même expression. Ce qui fait que d'accord. plus on augmente ce nombre, plus on va s'éloigner de la similarité par rapport à l'expression initiale. On voyait Alors, que ouais, oui, je comprends, ouais. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des expressions où effectivement, en gros, si je dis il m'en faut 10, il va m'en générer 10 automatiquement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cas de questions où ben, effectivement, celles-là, ces 10-là sont importantes parce que je vais les retrouver en fait régulièrement. Et puis pour d'autres questions, bah, effectivement, en fait, les gens, il n'y a que deux manières d'exprimer ce genre de questions. bah, c'est C'est là pas... qu'il faut jouer à la fois sur l'équilibre, la quantité de données qu'on va donner pour une intention et le vocabulaire. Parce qu'on a, par exemple, un juriste, on va nous dire ben, qu'il a une distance de X avec l'avocat, euh, Ouais. ou etc. Et donc, on a des synonymes mais qui ne sont pas forcément. Donc, il faut jouer à la fois sur la distance maxi que l'on s'autorise pour une phrase Hmm. par rapport à un mot et la quantité de vocabulaire que l'on souhaite pour être capable de gérer des mots communs comme je voudrais, j'aimerais, etc., qui se retrouvent à avoir une importance prépondérante puisque les gens vont toujours commencer finalement par ce type de phrase euh, donc il y a un équilibre à donner entre les deux, Oui. entre la distance du vocabulaire et les synonymes associés et le reste. Et est-ce que justement, parce que là, j'ai l'impression qu'elles sont toutes considérées un petit peu de la même manière, c'est je voudrais, je souhaiterais, etc. Et en fin de compte, c'est pas ça qui est important, effectivement, hein. C'est ce que vous disiez là sur c'est le mot, en fait, ce qu'il y a derrière qui est important. Tout à fait. De dire, bon, bah, en fait, ça, on s'en fiche un petit peu, c'est une sorte de gros cluster de mots classiques d'une demande, quoi. Et c'est vrai qu'en générant des expressions, est-ce que je rajoute pas bah, trop de bruit avec ça? En fait, ces mots-là, pour moi, ça fait un petit peu genre, entre guillemets, mots vides, qui sont des Oui, expressions vides parce qu'elles sont tout un à peu fait, creuses. oui. Bonjour, je voudrais, j'aimerais, je souhaite. Bon, ok, vu que c'est un chatbot, tout le monde va s'exprimer comme ça. Et c'est vraiment se focaliser sur la fin de la phrase, quoi, est-ce que ce serait possible, par exemple, je vous dis, de ne générer des mots ou des synonymes que pour la fin de la phrase? Vous voyez, un peu de sorte d'embeddings pour la fin de la phrase en me disant, bah, Mm. effectivement, si je parle de, j'en sais rien, dans les ressources humaines, augmentation, c'est ouais, un synonyme d'augmentation, j'en ai pas en tête, mais vous voyez, ou congé, RTT ou des choses comme ça, on voit que c'est dans le cluster des congés, des choses comme ça. Donc, Bah, ouais, pour la notion de congé, on a créé des synonymes et donc on travaille sur les synonymes. Donc on va avoir une même phrase mais qui va varier par rapport aux synonymes. Ce qu'on pouvait mm. voir tout à l'heure par rapport à Covid ou pandémie. Oui, c'est ça, ouais. Et sinon, vous avez essayé d'apprendre des sortes de synonymes, parce que les synonymes, la difficulté, quand on a un expert métier, c'est bien, mais je me dis que les ressources humaines, ils ont aussi, le champ est assez large. Donc d'apprendre, ou des embeddings qui vont aussi vous donner quelque part, ou pas des synonymes, mais juste la partie embeddings qui dit, bah, ça c'est assez similaire, c'est dans les vecteurs, effectivement, si je les mets, ils sont très proches. Parce que Fastech, je ne me rends pas compte s'il il va vous intégrer ça, en fait. Ben, moi, je le Je- vois dans ma tête avec un Word2Vec où je me dis, bah voilà, j'apprends les trucs des Mhm. ressources humaines, le vocabulaire, et puis voilà. Donc, quelque part, je vais trouver des synonymes, même si ce n'est pas des synonymes, on sait que ça va être des mots qui sont très très proches. Mhm. Et voilà, est-ce que vous avez regardé un petit peu ça? Est-ce que FastText vous permet de faire un petit peu ça? Je ne connais pas bien FastText personnellement. On n'est pas allé aussi loin. On s'est juste focalisé sur le synonyme. On avait testé sur une autre fonctionnalité qui était le, le switching, la permutation de caractères à la saisie Oui, d'un texte qui est classique qu'on ne retrouve pas quand on est en conversation vocale, mais en saisie en chat, hum, c'est assez régulier. Et ça générait tellement trop de bruit et les résultats étaient pas convenables. Donc,
On a essayé différentes méthodes et celle des synonymes était la plus convaincante. D'accord. Mais bien sûr, il va falloir qu'on trouve les moyens de pondérer en gérant, et puis ajouter d'autres notions comme l'attention aussi pour focaliser sur les bons éléments de la phrase et ceux qui sont pertinents. Oui, je comprends bien. Et alors je regarde s'il y a d'autres questions, sinon. Non, pour l'instant, non. J'avais une question sur les temps de calcul. Alors, je me suis dit, oui, on est obligé d'examiner les temps de calcul. Par contre, moi, je me place ce côté industriel. Dans l'absolu, votre modèle, vous l'avez appris en peu de temps, voilà, j'ai pas eu en 45, 90 minutes. En fait, j'ai l'impression que c'est une problématique qui est une fausse problématique pour vous. C'est-à-dire que moi, peut-être qu'il vaut mieux que j'ai un modèle qui soit beaucoup plus long à apprendre, on s'en fiche un petit peu. Je peux le faire mouliner pendant des jours et des jours. Et dans la hiérarchie, dans l'architecture que vous avez montrée, je ne vais pas changer mon modèle tous les jours. C'est ça que voilà. Dans les premières phases, si, il va changer souvent, puisqu'on va se retrouver avec un tas de questions qui ne sont pas connues. Et donc, nos services RH, à qui on a donné un accès à la console d'administration, vont highlighter, acquitter ou pas des phrases pour les rentrer dans le vocabulaire. Donc, on leur a juste donné quelques éléments comme quoi il fallait pas qu'il y ait une redondance pour deux intentions différentes avoir la même phrase. Donc ça c'est bon. Il faut qu'on fasse des checks supplémentaires, mais sans avoir de connaissances plus importantes en NLP, elles arrivent. Le personnel RH arrive à s'en sortir. Donc ça, c'est le premier point. Elle aurait voulu avoir un training tous les soirs, mais là, on a un souci, c'est que tel qu'on a mis en place notre étude, le modèle est compilé dans Rasa quasiment en même temps. Ce qui fait que s'il y a une erreur lors de la saisie, ça plante le modèle. Donc là, il faut qu'on travaille sur ça. Alors parce que je comprends mieux avec votre réponse, mais je me suis posé aussi la question, c'est effectivement, là, votre modèle, il va évoluer, hein, c'est ce que vous dites, parce que vous allez le réapprendre avec d'autres intentions, avec les ressources humaines qui sont là pour taguer ou pour labelliser ou pour valider. Et ce que je me demandais, c'était, est-ce que vous avez eu des grosses évolutions de modèles, en gros, où je vais vraiment avoir d'énormes ambiguïtés en disant, bah, au début, voilà, on parlait de RTT, etc. Et puis la manière de s'exprimer des gens, en fait, ils s'expriment pas sur les RTT, les intentions sont complètement différentes, mais les vocabulaires sont tellement proches. Et donc, mon modèle devient de plus en plus compliqué parce que j'enrichis mon modèle et j'ai des intentions qui peuvent être différentes, mais avec la manière d'exprimer des questions. Parce que vous voyez, je voudrais, j'aimerais, etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas justement des dérives de votre modèle qui sont difficiles à suivre? Je sais pas si je suis très Pour clair. l'instant, ce qui s'est passé, c'est on est allé par population, on a augmenté la population petit à petit, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, avant de mettre accessible à tous nos salariés en France. Ils n'ont pas encore pris conscience totalement qu'ils pouvaient utiliser le bot, mais ça va venir. Donc c'est vraiment c'est important pour comprendre la complexité finalement de la mise en œuvre d'un chatbot de zéro. Avant de rentrer dans ce contexte-là, on n'avait pas conscience du travail qui devait être réalisé pour la récupération des intentions. Voilà, c'était pas aussi trivial. Donc, quand on nous vend un chatbot, on a pu voir aussi sur des sociétés de sites, quand ils nous vendent un chatbot, ils nous disent ça marche, c'est clé en main, et c'est loin d'être le cas. Donc, il y a beaucoup de travail sur la constitution du vocabulaire et des données à saisir. Oui, du corpus d'apprentissage. Et
bien, je vérifie juste. Voilà, pour respecter les horaires, eh bien, je vais vous remercier pour votre présentation. Et donc, on va passer à l'exposé suivant. Donc, encore merci, Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Désolé. Nous allons continuer la session donc avec une présentation de Florent Bascou autour de ElasticNet. Donc Florent, je te laisse la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les résultats de mes premiers travaux de thèse encadrés par Sophie Lèbre et Joseph Salmon. Ces travaux s'articulent autour de la prise en compte des interactions entre variables. Donc, notre première motivation, la prise en compte des interactions entre variables, elle vient des données et du problème génomique auquel on s'intéresse. On s'intéresse au problème de la régulation de l'expression des gènes. Un gène s'exprimant quand une copie en ARN messager du gène s'effectue. Un gène se situe d'un endroit précis de l'ADN, et donc on dit qu'il s'exprime si une copie en ARN messager de ce gène est effectuée. Pour pouvoir expliquer cela, on s'est intéressé au modèle linéaire proposé dans Bessière et co-auteurs, où ils cherchent à expliquer le comptage en ARN messager d'un gène à propos du résumé statistique d'une séquence ADN associée à ce gène. En particulier, ils se sont intéressés aux fréquences en nucléotides et dinucléotides sur différentes sections, c'est-à-dire aux fréquences de mots de une et deux lettres sur les parties distal upstream, core et distal downstream. Et une façon pour améliorer les performances de ce modèle linéaire, c'est d'améliorer le résumé statistique associé en prenant en compte les interactions d'ordre 2 entre toutes ces variables. Donc, pour prendre en compte les interactions entre toutes ces variables, il a fallu ajouter une matrice supplémentaire. Au lieu d'avoir simplement y qui est égal à x bêta plus une erreur, on va avoir en plus z θ. Ici, y, le vecteur réponse, correspond au comptage, des ARN messagers log transformés, chaque individu correspondant à un gène. X, c'est la matrice de design associée à nos variables, donc typiquement les mesures en fréquence, enfin les fréquences de mots de in et de lettres et d'autres mesures. Et enfin, on a Z, la matrice des interactions, qui va contenir l'ensemble des produits à 2 à 2 de la matrice principale X. Et enfin, dans le but d'être le plus explicatif possible, on souhaite que bêta et θ, les vecteurs des coefficients associés à X et à Z, soient le plus parcimonieux possible. Et dans notre cas, on a environ n qui vaut 20 000, c'est-à-dire qu'on a une ligne par gène. P, le nombre d'effets principaux, c'est-à-dire le nombre de variables principales associées à X, qui vaut environ 500, et on a environ 140 000 variables d'interaction. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'estimer les paramètres bêta et θ du modèle sous l'hypothèse de parcimonie. Donc, pour estimer ces paramètres, on s'est intéressé à l'ElasticNet. Pour rappel, l'ElasticNet, c'est la solution du problème de minimisation suivant. On cherche le bêta chapeau qui va minimiser la tâche aux données quadratiques, plus une première pénalité en norme 1 pour imposer la parcimonie à bêta et une seconde pour prendre en compte les variables corrélées. Enfin, donc comment ajouter des interactions à ce modèle? Simplement en ajoutant le produit de Z et de la matrice Z et du vecteur θ dans la tâche aux données, et ensuite de pénaliser le vecteur des coefficients des interactions, donc en norme 1 et en norme 2. L'enjeu, c'est alors de réussir à trouver la solution de ce problème. Une méthode classique est d'utiliser les algorithmes de descente par coordonnées. Notre algorithme va prendre en entrée une matrice X, la matrice de design, ainsi que la réponse, mais pas la matrice des interactions. Et ensuite, on va notamment retrouver parmi les entrées les différents paramètres de pénalisation, ainsi que la moyenne et l'écart type associés à la matrice X et à la matrice Z. Donc, quelle est la première étape? La première étape, ça va être de standardiser la J1e colonne de X, c'est-à-dire notre première variable. Une fois cette standardisation effectuée, on va pouvoir mettre à jour le coefficient bêta-J1 associé à l'aide de la mise à jour de l'ElasticNet, où on retrouve la fonction de soft thresholding, ou CH2 en français, qui est bien connue. Et enfin, une fois qu'on a mis à jour cette première J1e variable principale, on va parcourir toutes les interactions qui lui sont associées. Donc, on va faire le produit entre la J1e colonne et la J2e colonne de X, qu'on standardise immédiatement.
Ceci permet d'avoir donc ZJJ, la JJM colonne des interactions, et ça permet enfin de mettre à jour le coefficient θJJ qui lui est associé. L'avantage de cette approche, c'est qu'on n'a jamais besoin de stocker la matrice Z des interactions dans la mémoire de l'ordinateur, qui peut parfois se révéler être tout simplement trop grosse pour être stockée en mémoire. Donc, je vais vous présenter quelques premiers résultats numériques. On s'est intéressé à la partie corps de nos données. Donc, on a une vingtaine de variables simples et environ 210 interactions. Sur le violin plot de gauche, on a comparé les performances de l'ElasticNet en bleu sans interaction et orange avec. Donc, il n'y a pas... L'erreur quadratique moyenne est similaire dans les deux cas, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la répartition des variables en effet simple et en interaction. Ici, c'est l'ElasticNet sans interaction, bien entendu. L'ensemble des variables sélectionnées, ce sont que des bêtas par construction. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie droite, où on voit que l'ElasticNet, pendant compte d'interaction, a sélectionné une soixantaine de variables. Et sur cette soixantaine de variables, ce sont quasiment toutes exclusivement des variables d'interaction. Et c'est encourageant, parce que ça nous laisse à penser que prendre en compte des interactions sur l'ensemble des jeux de données permettra d'améliorer les performances du modèle. Donc, ce premier estimateur, on en est quand même satisfait parce qu'on est capable de prendre en compte les interactions d'ordre 2, peu importe la taille du jeu de données. Et on garde tout l'avantage de l'ElasticNet par la présence de la pénalité L1 pour la sparsité, la parcimonie, et la détection des variables corrélées avec la pénalité L2. Malheureusement, l'ElasticNet, tout comme d'autres méthodes pénalisées, tend à contracter les grands coefficients vers 0, et lors de la sélection de variables, typiquement par validation croisée, on va avoir tendance à inclure de fausses variables pour compenser. Donc, pour compenser la perte dans les grands coefficients, c'est proposé de débiaiser l'ElasticNet. La méthode la plus simple à faire, c'est ce qu'on appelle le naive least square ElasticNet. Ça va correspondre à faire une toute première étape où on va estimer les paramètres associés à l'ElasticNet pour détecter l'ensemble des variables actives. Et sur cet ensemble, effectuer une étape des moindres carrés. Malheureusement, pour les interactions, ça peut poser quelques problèmes. Notamment, s'il y a énormément d'interactions, on ne va pas pouvoir créer la matrice Z qui lui est dédiée. On aura besoin dans ce cas d'un solver pour les interactions avec les moindres carrés. Et dans tous les cas, on aura besoin d'effectuer la validation croisée sur l'ensemble de la procédure. Donc tout ceci faisable, mais on a choisi de débiaiser au fil de l'estimation de l'ElasticNet sans jamais avoir créé Z. Et pour cela, on a adapté Clear, c'est une approche proposée par Doledal et co-auteurs. Alors Clear, qu'est-ce que c'est? Associé à un estimateur presque partout différenciable, on va retrouver notre estimateur. Donc, si bêta chapeau, c'est notre estimateur ElasticNet, on va venir le corriger à l'aide des résidus. Cette correction dit du premier ordre. Et puis on va simplement ajouter un scalaire, peu importe, ça se fait plus rapidement, plus une jacobienne, qui est la jacobienne de l'estimateur initial appliqué en Y, fois les résidus. Et tout l'enjeu, ça va être de calculer cette matrice jacobienne. Pour le faire, on a adapté un schéma de différenciation automatique à la main qui était présenté dans Clear et dont les équations de mise à jour sont les suivantes. La seule chose qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces équations de mise à jour, elles se font coordonnée par coordonnée et par conséquent, on peut parfaitement l'intégrer dans un algorithme de descente par coordonnées. Et du coup, on a plus simplement ajouté ces équations de mise à jour de notre ElasticNet. Et ce nouvel estimateur débiaisé, on va l'appeler Clear ElasticNet. Et avant de vous présenter les premiers résultats sur données simulées, je vous présente le plan d'expérience qu'on a utilisé. Donc, on a généré notre réponse selon le plan suivant. On a x fois bêta étoile plus z fois θ étoile plus un certain bruit, avec une centaine d'échantillons, 50 variables et q, donc le nombre de variables d'interaction qui vaut environ 1275. On a étudié différents cas de structure hiérarchique, forte, faible et aléatoire, que je vous présenterai sur la slide d'après. Notre matrice de design principale X, elle a été générée selon une loi normale centrée multivariée de matrice de covariance sigma. Sigma ayant pour objectif de générer une structure de corrélation Toeplitz entre les colonnes de X. Concernant bêta et θ, les variables actives ont été choisies de manière aléatoire en fonction de la structure hiérarchique et parmi plus ou moins 1. Et concernant le bruit, il est généré selon une loi normale centrée dont la matrice variance covariance dépend du signal to noise ratio qu'on a fixé à environ 16. Et donc voici les premiers résultats sur données simulées. Donc on a fait une centaine de validations croisées pour pouvoir moyenner nos résultats. Et cette validation croisée, on l'a fait en 5-fold.
on a étudié 4 mesures de performance, la précision, le rappel, le F1 score et le mean square error, donc l'erreur quadratique moyenne. Ce qui est apparu, c'est que dans le cas de la précision, la clear et net, donc clear elastic net, a des performances équivalentes ou meilleures que l'élastic net. C'est-à-dire que dans ce cas, clear et net va sélectionner moins de fausses variables parmi les variables actives, mais il faut quand même contraster ce résultat avec le rappel, où on voit que l'élastic net a de meilleurs résultats, c'est-à-dire que l'élastic net a réussi à retrouver plus de vraies variables que clear elastic net. Donc, pour avoir un compromis en fait, entre ces deux premières mesures, on s'est aussi intéressé au F1 score et il apparaît qu'on est globalement équivalent ou meilleur avec le débisage effectué par clear elastic net que l'élastic net, pardon. En fait, ce qui se passe, c'est que certes, on va manquer quelques vraies variables avec clear elastic net, mais on va réussir à sélectionner beaucoup moins de fausses variables et c'est pour ça qu'on a un meilleur score et le tout pour une erreur quadratique moyenne du même ordre. Ça se confirme aussi sur données simulées. J'ai repris les résultats du début où il y avait l'élastic net avec sans interaction et avec interaction. Et j'ai appliqué et j'ai ajouté sur ce graphique l'erreur quadratique moyenne pour clear avec interaction rouge et sans interaction ici. Ce qu'on peut voir en fait, c'est que dans tous les cas, l'erreur quadratique moyenne elle est du même ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est de le mettre en relief avec cette slide. Ici, on a mesuré le nombre de variables actives, donc en fonction que ce soit une interaction ou une variable principale, mais aussi en fonction de la méthode. Et il apparaît que l'élastic net, qui sélectionnait environ 11 variables et demie sans interaction, avec l'élastic net, on va sélectionner une dizaine. Donc, on va réduire de une variable et demie le nombre de variables sélectionnées. Mais c'est d'autant plus probant sur la partie droite du graphique. L'élastic net avec interaction sélectionnait environ une soixantaine de variables. Et clear elastic net permet d'en sélectionner environ 41, donc presque un tiers de moins pour une erreur quadratique moyenne. Donc on est content parce que sans perdre en performance du point de vue de l'erreur quadratique moyenne, on arrive à avoir un support réduit, ce qui favorise d'autant plus l'hypothèse de parcimonie. Et donc pour conclure, on est plutôt satisfait d'une part de l'élastic net parce qu'il nous permet de prendre en compte en fait, nos interactions d'ordre 2 sans jamais avoir de problème de mémoire dû à la taille potentielle de Z. Et le débisage apporté par clear elastic net permet en plus de réduire d'autant plus le nombre de variables actives et de favoriser l'hypothèse de parcimonie. On a quelques perspectives pour améliorer les performances de notre modèle. La première, ça va être d'accélérer la méthode parce que calculer l'élastic net peut être relativement long. Une des solutions potentielles, c'est les ensembles actifs. Et une fois que l'élastic net ira plus vite et donc clear net aussi, on continuera nos expérimentations sur des données simulées réelles plus grandes. L'objectif à terme étant de réussir à prendre en compte toutes les interactions de notre jeu de données, donc les 140 000 variables. Et enfin, jusqu'ici, lors de ma validation croisée, je m'étais surtout intéressé au paramètre L1 pour donc associer la parcimonie lors de la recherche de l'hyperparamètre et moins au paramètre L2. Ce serait aussi intéressant pour améliorer la performance d'avoir une sélection d'hyperparamètres un peu plus fine. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Florent. Alors, je vais regarder si on a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, moi, j'en ai une qui... J'arrive pas à comprendre dans l'algorithme pourquoi Z n'est pas stocké. Alors, parce que, voilà, si je vois j'ai besoin quand même du Z à un moment donné. J'ai du mal à comprendre ça. Ok, en fait, en entrée, on va juste donner X, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va parcourir X de manière itérative, et on va faire le produit à chaque fois de la J1e colonne et la J2e. Donc, on la stocke jamais entièrement, on va juste créer colonne par colonne ce dont on a besoin pour la mise à jour, parce que c'est l'avantage de l'algorithme de descente par coordonnées, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... Ouais, voilà, c'est... Alors oui, effectivement, il n'y a pas besoin, mais... Parce qu'elle est générée, mais au final, on s'en fiche. C'est ça, elle se génère, mais elle est effacée, elle ne sert à rien, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. On génère colonne par colonne, parce que alors, si on voulait, sur les jeux de données génomiques, si je voulais la calculer entièrement, en fait, elle ne tiendrait pas dans la RAM de mon ordinateur. Ouais. Et c'est simplement une contrainte technique due à la machine utilisée. Ouais. Après, je ne connais pas du tout, hein, je ne connais pas le domaine, mais
on n'en aurait pas envie de ce Z à un moment donné. C'est parce que j'ai l'impression que les gens, ils ont envie de ce Z. Et là, on se dit, bon, bah, en fait, je m'en fiche. Je peux calculer efficacement sans stocker. Ça, je l'entends bien. Est-ce que le Z, on n'aurait pas envie? Est-ce que ce serait utile quelque part, en fait? Alors, non, en fait, parce que l'étape là, voilà, qui va vraiment être la plus longue, ça va être de déterminer les paramètres bêta et θ associés à mon modèle. Mais une fois qu'on les a appris par validation croisée ou une autre méthode, on a juste un modèle à x bêta plus z θ, et même si on n'a pas la matrice Z, avec une boucle for, on peut la faire. Enfin, une double boucle for, on peut le faire. Oui, effectivement, d'accord. Et pareil, quand je vois dans Clear aussi, j'ai vu du Z dans Clear. Alors oui, je l'ai omis lors de la discussion, lors de la présentation. En effet, ici, il y a des produits entre Z et la jacobienne, et ça apparaît à d'autres endroits. En fait, ce qui se passe, c'est que là encore, il y a une seule coordonnée qui va être changée. Il y a une seule coordonnée de Jθ K et J bêta K. Il y a peu de coordonnées qui changent d'étape en étape. Voilà. En fait, il y en a une seule, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en tout début, je calcule Z, Jθ une seule fois, et je le modifie. Enfin, les équations que je calcule, là, elles sont écrites comme ça de manière plus rentrer dans ma slide, mais on utilise une astuce d'écriture pour qu'au final, on ait qu'une coordonnée à changer. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, c'est pas le Z de complet. Non, jamais, sinon c'est infaisable. Ben oui, voilà, c'est pour ça que je me disais, mais je ne comprends pas parce que ça avait l'air. Et là, on le réutilisait. C'est le jeu d'écriture qui fait que. Qui fait qu'on a l'impression que c'est le. Ouais, c'est ça. Ouais, si c'était déclaré comme algorithme, effectivement, on verrait que. Ouais. Et ouais, donc je vous dis, je suis vraiment pas spécialiste du domaine, mais. Et ça, c'est pas trop long à calculer. Alors. En fait, ça va dépendre, il y a différentes façons. Le problème, c'est de calculer la jacobienne, il y a différentes façons de le calculer. Et dans l'article de Clear, ça fait partie des discussions, et le temps de calcul, c'est environ 2 fois ou 3 fois le temps de calcul de la méthode initiale. Ça dépend de l'approche utilisée pour calculer J à la jacobienne, et ça dépend du problème, en fait. Et du coup, ce qu'il apparaît, dans le cas où je suis, c'est que pour le lasso, pour l'élasticnet, le temps de calcul, ça va être à peu près le double du temps de calcul, appliquer Clear, ça va prendre le double du temps de calcul de la méthode initiale. Et du coup, j'ai mesuré dans le cas sans interaction. Ouais. Et le maximum, c'est environ 40 secondes pour faire ma validation croisée. Et je suis à 80 avec Clear ElasticNet. Ça double le temps de calcul de l'ElasticNet. Ouais, c'est 2 fois plus long, mais par contre, l'erreur, elle est équivalente, quoi, en fait. Oui. On a moins de variables, voilà. Donc on peut comprendre qu'il y a un prix à payer quelque part. C'est ça. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait cher comme calcul, quoi. Effectivement, donc on le retrouve dans les temps. Ouais. Alors, vous intéressez, c'était la parcimonie. Au vu de l'intérêt qu'on a par rapport au problème, c'est le temps de calcul, c'est pas cher payé, entre guillemets. Oui, en plus, là, vous gérez le. Il n'y a pas de mémoire. Enfin, vous optimisez aussi la mémoire parce qu'il n'y a plus le Z. C'est ça. Donc après, effectivement. C'est un petit peu la question que j'avais posée aussi avant. C'était est-ce que le temps de calcul, en fait, est-ce qu'il est important? Oui, quand même. Bon, sans interaction, ça va, mais avec. De manière générale, oui, on sait que le temps de calcul est important, je suis d'accord. Mais après, c'est aussi le fait, est-ce que je suis capable de laisser traîner mon truc qui tourne tout seul? Je sais qu'au final, ce sera beaucoup plus intéressant. C'est ça. Mais après, ce qui me pénalise le plus jusqu'ici, c'est la taille, en fait, de la matrice, mais par rapport au nombre d'individus. Il y a 20 000 lignes. Et au final, de l'impression que j'en ai eu, c'est pas le nombre de variables qui me pénalise tant que ça, mais c'est la taille de la matrice en elle-même. Les vecteurs, ils sont de taille 20 000, et après, je ne sais pas du tout comment c'est géré. On a fait du Python, mais je ne sais pas exactement comment c'est géré à l'intérieur. Ouais. Mais j'imagine que ça ne tient pas dans la mémoire interne du processeur, c'est ça que je voulais dire. C'est sûr, oui, c'est sûr. Alors, est-ce que on a... on va essayer... Ah oui, tu as changé, leur tourne aussi. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Bien, je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Florent.
Nous allons donc continuer la session avec un exposé de Thomas Ranvier autour de l'apprentissage multivue pour la recommandation dans le domaine du pneumatique. Oui, c'est ça. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Thomas Ranvier. Je suis doctorant au laboratoire du LIRIS de Lyon et je vais vous présenter le papier Apprentissage multivue pour la recommandation dans le domaine du pneumatique, donc dont les auteurs sont moi-même et messieurs Khalid Ben Abdeslem, Kylian Bourris et Bruno Canicia. Dans un premier temps, je présenterai le contexte et les problématiques autour de notre projet. Je présenterai ensuite l'état de l'art de l'apprentissage multivue pour la recommandation, puis notre sélection de modèles pour notre étude comparative, et je parlerai ensuite des données, du protocole et des résultats de cette étude. Donc, notre projet, il s'est effectué en partenariat entre le laboratoire de recherche en informatique du LIRIS et la société LISEO, qui est une société internationale spécialisée en sciences des données et à destination de l'industrie automobile. Donc, notre projet, il est inclus dans un projet de plus grande échelle qui se nomme Resulteo, qui est un comparateur de pneumatiques en ligne et qui utilise des technologies numériques pour accompagner l'utilisateur dans sa recherche de pneumatiques, et notamment un système de recommandation qui est le projet sur lequel nous avons travaillé. Donc, ce système de recommandation, il possède certaines contraintes. Les utilisateurs, par exemple, ne peuvent pas se créer de profil sur Resulteo. Ils ne peuvent pas non plus effectuer d'interactions explicites avec le site. Donc, par exemple, ils ne peuvent pas évaluer un produit. Et il n'y a pas non plus de confirmation d'achat, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur est intéressé par un produit, il va être redirigé vers un site revendeur. Donc, il existe une dernière contrainte qui est que nous devons nous baser sur de multiples sources de données pour effectuer notre recommandation. Donc ça, c'est une contrainte un peu plus positive et c'est justement tout l'objectif de notre projet qui était d'explorer les approches d'apprentissage multivue afin de gérer intelligemment ces différentes sources de données dans l'objectif d'améliorer les performances d'apprentissage de notre système de recommandation. Donc un système de recommandation, il a comme objectif de déterminer les produits qui sont les plus susceptibles d'intéresser un utilisateur. Et il existe pour cela deux principales tâches de recommandation. Donc la prédiction d'une note, on va essayer de prédire la note qu'un utilisateur pourrait attribuer à un produit, et l'établissement d'un classement qu'on appelle un top N. Donc on va essayer d'établir une liste de produits qu'on va ensuite recommander à l'utilisateur. Et il existe ensuite différents types de systèmes de recommandation. Donc les systèmes basés sur le contenu, où on va recommander à l'utilisateur des produits similaires à ceux qu'il a déjà consultés et appréciés auparavant. Les systèmes de filtrage collaboratif, où l'on va recommander aux utilisateurs des produits que des personnes avec des goûts similaires aux leurs ont déjà appréciés auparavant. Et les systèmes basés sur des sessions, qui est une approche plutôt utilisée dans le cas où il est impossible de créer des profils d'utilisateurs ou qu'il n'y a pas d'interaction explicite de leur part, ce qui est justement le cas de Resulteo. Et on va alors se baser sur des interactions implicites des utilisateurs, c'est-à-dire, dans notre cas, toutes leurs données de navigation du site. Et enfin, on a une catégorie hybride qui regroupe simplement plusieurs des catégories précédentes. Aujourd'hui, beaucoup de données sont récoltées depuis des sources variées, et le but de l'apprentissage multivue, c'est d'exploiter intelligemment ces différentes sources de données pour améliorer les performances d'apprentissage automatique. Et il existe pour cela deux grands principes de l'apprentissage multivue. Donc, le premier, c'est le principe du consensus, qui définit qu'en minimisant les désaccords entre chaque vue, le taux d'erreur sur chacune de ces vues en sera également minimisé. Donc, d'un point de vue plus concret, si l'on donne plusieurs vues qui représentent la même chose à un modèle et qu'on lui fait apprendre que ces vues représentent toutes la même chose, alors lors de son apprentissage, le modèle apprendra ainsi à minimiser les erreurs de classification sur chacune des vues sans avoir à les traiter indépendamment les unes des autres. Et enfin, le principe de complémentarité, il définit que dans un cadre de multivue, chaque vue doit contenir des informations, des connaissances que les autres ne possèdent pas. Et donc, si ce principe est respecté, les vues multiples peuvent être exploitées pour mener à de meilleures performances d'apprentissage. Donc, les applications concrètes de l'approche multivue dans le domaine de la recommandation se reposent sur des modèles composites issus du deep learning. Donc, pour ce projet, nous avons mené une analyse des modèles de recommandation multivue au sein de la littérature.
Et donc cette analyse, elle nous a permis, donc, premièrement, de sélectionner les modèles qui feront partie de notre étude comparative, ici en rouge et que je présenterai ensuite. Et également permis de remarquer que les deux modèles les plus récents sur cette liste, le NAML et le MVAFM, exploitent tous deux des mécanismes d'attention, ce qui semble du coup démontrer l'intérêt de ce genre de mécanisme pour la recommandation multivue. Et ils utilisent ce mécanisme de sorte à pondérer l'importance de chacune des vues d'entrée. Et donc un mécanisme d'attention, en fait, il faut voir ça comme un petit réseau de neurones qui serait inclus au sein de l'architecture d'un modèle plus large et qui serait entraîné en même temps que ce modèle à pondérer des vecteurs qui lui sont donnés en entrée selon leur importance. Et donc des mécanismes d'attention, ils peuvent être utilisés à différents niveaux au sein de l'architecture d'un même modèle afin d'extraire des informations intéressantes et importantes à chacun de ces niveaux. Et donc ce principe, ça s'appelle l'attention hiérarchique. Et on en a ici un exemple dans le domaine du traitement de texte, avec un mécanisme d'attention à un premier niveau qui va permettre de pondérer l'importance de chacun des mots au sein d'une phrase, et un mécanisme d'attention à un niveau plus haut qui va, lui, de manière plus globale, permettre de pondérer l'importance de chacune des phrases au sein du texte. Le tout dans un objectif de classification de documents. Et donc ce principe, il peut aussi être appliqué dans un contexte d'apprentissage multivue pour la recommandation, comme on va le voir juste ensuite. Donc à la suite de notre recherche bibliographique, nous avons sélectionné les modèles qui feraient partie de notre étude comparative, en commençant par notre modèle de référence, donc notre baseline, qui est directement issu des travaux qui ont été réalisés précédemment à l'arrivée sur le projet par Assad Kenan. Et donc ce modèle, il utilise trois vues. La vue de données de session des utilisateurs, ce sont donc leurs données de navigation sur Resulteo, et ce sont des données séquentielles. On a ensuite les données expertes qui concernent les produits de Resulteo et qui sont générés par des experts en pneumatique de l'ISEO. Et on a les vecteurs latents des utilisateurs qui sont générés par un modèle de factorisation de matrice qui s'appelle EALS à partir des données de session des utilisateurs. Et donc en fait, ces vecteurs latents des utilisateurs, ils nous offrent une représentation dense et statique des utilisateurs de Resulteo. Donc ensuite, ces trois vues sont concaténées entre elles de manière à garder la dimension temporelle des données de session des utilisateurs. Elles sont données en entrée à un 3D CNN, c'est-à-dire un modèle à convolution tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est capable de gérer des données qui possèdent une dimension temporelle. Et ce 3D CNN nous donne les recommandations finales juste ensuite. Donc ensuite, nous avons sélectionné trois modèles de recommandations multivues issus de l'état de l'art pour notre étude, en commençant par le MVDNN, qui est un modèle assez simple qui va simplement attribuer un réseau de neurones à chacune des vues et qui n'est pas capable de gérer des vues temporelles. Et on a ensuite le TDSSM, qui est une version un peu améliorée, qui inclut justement au sein de son architecture un ou plusieurs modèles temporels et qui va donc être capable de gérer une ou plusieurs vues temporelles. Et ensuite, nous avons sélectionné le MVAFM qui, comme ses prédécesseurs, attribue une branche par vue d'entrée et qui possède un mécanisme d'attention hiérarchique. Donc on retrouve un mécanisme d'attention qui est propre à chacune des branches du modèle et donc à chacune des vues et qui va permettre de pondérer les features selon leur importance au sein de chaque vue. Et ensuite, un mécanisme d'attention à un niveau plus haut au sein de l'architecture qui va permettre de manière plus globale de pondérer les vues dans leur ensemble. Donc ce modèle, il a également la particularité de modéliser à ce niveau-là les interactions entre les vues par paire grâce à un produit Hadamard. Et donc en fait, le mécanisme d'attention du haut, celui-ci, qui pondère les vues, va également pondérer les interactions de chaque vue. Donc pour notre projet, nous avions à notre disposition 5 vues de données, dont 3 que j'ai déjà présentées précédemment. Donc les données de session des utilisateurs qui sont séquentielles, des données expertes sur les produits, les vecteurs latents des utilisateurs, et nous avions également la vue de comparabilité
qui est issu d'un système expert de l'ISEO et qui est basé sur des coefficients de similarité qui sont calculés entre l'ensemble des produits de Resulteo. Et ensuite, on a la vue de compatibilité qui informe des produits qui sont compatibles avec la requête que l'utilisateur a fait sur. Donc, à partir de ces différentes vues, nous avons généré 2 jeux de données pour notre étude. Le jeu D1 possède le maximum de données, mais ne possède pas la vue de compatibilité. Il n'y a donc que 4 vues qui peuvent être exploitées pour ce jeu de données. Et le jeu D2 possède justement toutes les vues avec la vue de compatibilité, et donc possède moins de données, parce que la génération de la vue de compatibilité a entraîné une perte de données, mais ce qui fait qu'il est beaucoup plus réaliste d'un point de vue mise en application réelle. Donc ensuite, nous avons sélectionné 2 métriques pour évaluer nos modèles, pour évaluer les performances de nos modèles, et qui sont les mêmes métriques qui avaient déjà été j'ai été muet, je ne sais pas pourquoi. Et donc, la première métrique, c'est le hit rate qui mesure la capacité du système à recommander le produit cible. Et la seconde, c'est le NDCG qui mesure la qualité du classement de la recommandation effectuée. Et donc, pour les résultats de notre étude, on peut voir au sein du tableau du haut en gras les valeurs les plus élevées pour chacune des métriques. Chaque valeur est obtenue par la moyenne de 20 expériences. Et ce que l'on peut dire avec certitude à partir de ce tableau, c'est que les 3 modèles multivues performent mieux que notre baseline, et notamment pour le jeu de données D2, où on peut vraiment constater des résultats supérieurs pour les 3 modèles multivues par rapport à la baseline. Comme on peut le voir ici, par exemple, les 3 modèles multivues sont quasiment à 92% de hit rate contre 88,5% pour la baseline, et c'est la même chose pour les autres métriques. Donc ensuite, il n'est pas vraiment possible à partir de ce tableau de départager les 3 modèles multivues entre eux, car leurs résultats sont très proches et leur écart type tout de même assez élevé. En dessous de ce tableau, on peut voir 2 graphiques qui représentent les niveaux d'attention portés par le MV-AFM au niveau des vues et de leurs interactions. Donc, dans le cas de D1, à gauche, on peut voir que l'attention est majoritairement portée sur 2 vues, qui sont les vues UV et CD. Donc UV, ce sont les vecteurs latents des utilisateurs, et CD, ce sont les données expertes sur les produits. Et on peut voir pour D2 que l'on a exactement le même schéma, mais avec cette fois-ci une vue supplémentaire, qui est la vue de compatibilité. Comme on peut le voir, c'est une vue qui a une importance capitale pour le modèle, puisqu'il y porte une grande attention. Et ça fait sens, c'est cohérent, puisque c'est une vue qui nous permet de générer des recommandations qui soient parfaitement compatibles avec la requête de l'utilisateur. Donc, ça paraît cohérent que le modèle y porte autant attention. Donc, pour conclure, nous avons implémenté et adapté aux données industrielles de Resulteo 3 modèles de recommandations multivues issus de Metadla. Nous avons amélioré les performances de recommandation pour notre projet, et nous avons mené une étude comparative qui a permis de comparer notre baseline à 3 modèles multivues et de démontrer l'intérêt de l'approche multivue pour la recommandation, ainsi que de visualiser l'intérêt individuel de chacune des vues sur notre projet. Donc, merci pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Thomas. Alors, une première question donc, de Suzanne Pinson qui demande comment faites-vous pour la concaténation des vues? Elles sont de nature différente. Pouvez-vous donner un exemple? Alors, la concaténation des vues, donc du coup, elle ne concerne que notre baseline, puisque justement, pour les modèles multivues, on ne concatène plus les vues, c'est justement l'intérêt. Et donc, pour la baseline, les vues statiques étaient en fait répétées, concaténées de manière répétée sur chacune, sur toute la dimension temporelle des vues de session, enfin des données de session des utilisateurs. D'accord. Apparemment, il y a une question, peut-être. Oui. Question de Hugo Lebaer. Donc, quels sont les prérequis sur le volume des données, nombre de vues différentes, volume déséquilibré? Comment ça se comporte?
Alors, le nombre de vues de données, logiquement, on peut en traiter autant que l'on veut, puisque les architectures des modèles que j'ai présentés, elles sont génériques. Donc, c'est justement l'intérêt de pouvoir de pouvoir gérer autant de vues qu'on souhaite de nature différente. Après, au niveau des volumes au sein de chacune des vues, il faut qu'elles soient assez équilibrées. Après, je n'ai pas pu faire assez de tests pour exactement dans quelle mesure, à quel point les vues doivent être équilibrées. D'accord. Donc, j'ai une remarque de Suzanne Pinson qui dit que les résultats sur le jeu D1 ne sont pas très probants par rapport au baseline. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? On est 92, par exemple, 92-12 pour le baseline et 93-47 au... Ouais. Donc, le jeu D1, il possédait le maximum de données et il possède du coup aussi beaucoup de recommandations qui concernent des produits qui n'existent plus sur le catalogue de Resulteo à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on dit que D2 est plus réaliste d'un point de vue mise en application réelle. Et du coup, je pense que ça peut s'expliquer quand même par le fait qu'on a à peu près 2 fois plus de produits sur D1 que sur D2. Je vais peut-être montrer au niveau de la volumétrie. On peut voir qu'on recommande environ 7000 sur 7700 produits pour D1 contre 3000 pour D2. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de sessions, comment dire, on doit se baser sur beaucoup de données d'entraînement qui recommandent très peu un même produit, dans le sens où, à mon avis, on n'avait pas une base de données d'entraînement assez fournie pour obtenir des résultats vraiment plus probants pour les modèles multivues par rapport à la baseline au niveau de D1. Je pense que c'est pour ça qu'on a une telle différence entre D1 et D2. Et après, bien sûr, il y a aussi le fait que D2, il inclut cette vue de compatibilité, dont on peut voir la pondération ici, qui fait que forcément, les modèles multivues sont un peu avantagés par rapport à la baseline à ce niveau-là, puisque la baseline ne peut pas traiter cette vue de compatibilité. Alors, je regarde si j'ai des questions sur le chat. Alors, il n'y a pas de questions apparemment tout de suite. J'ai une question juste sur le transparent précédent. Je crois que c'est sur le transparent précédent. Ouais, alors, au début de l'exposé, en fait, j'ai eu l'impression que les utilisateurs, on ne les connaissait pas. Parce que voilà, je suis dans une recommandation où je connais peu les utilisateurs. Et là, je vois plein de données de session des utilisateurs sur les vecteurs latents des utilisateurs. Alors, je me suis imaginé, je crois que j'ai dû faire la même chose que les utilisateurs. J'ai dû utiliser l'ISEO un jour. Et voilà, j'ai tapé des pneus pour ma voiture. Et puis bon, voilà, donc il n'avait pas d'informations sur moi, si ce n'est qu'effectivement, j'ai cherché une marque de pneus. Voilà. Et donc, comment est-ce que c'est quoi, ça correspond à quoi exactement ces sessions d'utilisateurs? Et surtout, je crois que ce sont des données séquentielles. Oui. Donc, oui, justement, on n'a pas de profil d'utilisateur sur Resulteo, donc pas d'historique, rien de tout ça. Et donc, du coup, les données de session des utilisateurs sont leurs données de navigation sur Resulteo. Ce sont donc toutes les interactions implicites qu'ils font avec le site. Des données séquentielles parce qu'en fait, c'est la suite de toutes les actions qu'ils ont effectuées lors de leur navigation sur Resulteo. Donc, c'est une session, en fait. Pour un utilisateur, j'ai une session. Oui, c'est ça. Généralement. Parce que les gens, j'imagine qu'ils ne reviennent pas tous les jours pour naviguer. Oui. C'est pas des sessions. Oui, exactement. D'accord. La statistique d'ailleurs, c'est que les gens, ils reviennent généralement une fois tous les 4 ans. Donc, quand il faut changer les pneus, je crois. Et les vecteurs latents des utilisateurs, donc les vecteurs latents des... Voilà, ouais. Ouais, ils sont générés grâce au modèle de l'EALS, là, de factorisation de matrice, à partir des données de session des utilisateurs. Donc en fait, c'est les mêmes données qui sont utilisées à ce niveau-là. Et donc, c'est une vue statique, puisque c'est une représentation dense et abstraite des utilisateurs à ce niveau-là. Tout à fait. Et dans vos expérimentations, je regarde, Suzanne Pinson vous remercie. Merci. Et pour, juste dans vos expérimentations, je me suis posé une question, parce que vous avez mis en évidence qu'il y a 2 vues qui étaient vraiment pertinentes.
Hein, vos deux modèles, on dit, alors je ne sais plus lesquels, hein, c'est celles qui sont à gauche, éventuellement la CT, elle est peut-être, on ne sait pas C'est trop. les vecteurs et les données expertes. Ouais. Et est-ce que vous avez relancé des XP uniquement pendant ces deux vues? Et en disant, bon, bah, le reste, on s'en fiche complètement, quoi. Ces deux vues uniquement, non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué les vues de manière individuelle, initialement au sein du papier, donc en les traitant vraiment individuellement. Ouais. On trouvait à peu près ces statistiques avec les vecteurs des utilisateurs qui obtenaient de loin la meilleure performance pour les recommandations, suivi en gros des données expertes. Mais oui, ça aurait pu être intéressant de faire un modèle multivue qui ne comporte que ces deux-là pour voir ses performances. Mais ça, on l'a pas fait. Ouais. Parce qu'en plus, intuitivement, j'ai l'impression que c'est. Bon, ça semble pertinent que ces vues, elles aient un poids, je pense, en plus. Enfin, je sais pas, c'est les experts qui me parlent et c'est les utilisateurs qui l'utilisent. Donc, c'est vrai que. Ouais, je pense que c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup de. En plus, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup moins de vues, c'est moins long à faire. Ouais. Bah, le temps tourne, donc je suis désolé, on va devoir s'arrêter là. Donc, bien, merci encore pour cet exposé et ben, je remercie tout le monde, enfin tous les orateurs pour leur présentation. Je remercie bah, toutes les personnes qui ont assisté à cette session et je vous souhaite à toutes et à tous bon appétit et bonne journée. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne journée.